La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce jeudi 30 janvier 2025. Donc voici les titres. 145e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye, le président de la République et le président de l'Assemblée nationale ont rencontré le khalife général des Layènes hier en prélude à ce grand événement religieux qui se tient ces jeudi et vendredi. Nos reporters vous feront le compte-rendu de cette visite. Un atelier de mise à niveau sur la situation des universités publiques sénégalaises a été piloté par le syndicat autonome de l'enseignement supérieur. Une activité qui entre dans le cadre de la célébration des 40 ans du SAES et qui a vu la participation de jeunes reporters ainsi que les coordonnateurs des universités. Nous vous proposerons le compte-rendu également dans cette édition. Un circuit de 154 km à pied pour rendre hommage à Cheikh Anta Diop, c'est ce que prévoient de faire ses disciples. Il s'agit de la 11e édition de la marche internationale Dakar-Ceytou qui va se faire en 5 jours. Vous suivrez dans ce 20h les organisateurs qui étaient en conférence de presse jeudi. C'était là les titres, le développement, c'est dans un instant. À la veille de la 145e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye, le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye et le président de l'Assemblée nationale El Hadji Malick Ndiaye ont rendu visite au khalife général des Layènes, une opportunité pour solliciter des prières pour le Sénégal, suivant le compte-rendu avec notre reporter sur place Djibril Niane. 145e édition appel des Layènes. En perspective de la tenue de l'appel, le président de la République, accompagné de la première dame, Marie Khone Faye, du ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine, et entre autres dignitaires, s'est rendu à Cambérène chez le khalife général des Layènes. Le chef de l'État a sollicité les prières du khalife et a marqué toute sa joie pour cette visite qu'il a voulu faire depuis longtemps. Je remercie le bon Dieu de m'avoir permis d'assister à ces moments forts pour le pays. Je l'ai toujours dit, ce lieu est une bénédiction pour nous, Sénégalais, voire même l'Afrique, pour des besoins de prière. Et nous le devons au fondateur de ce site et du Tariqa Layène. C'est aussi pourquoi bon nombre de Sénégalais se convergent vers ce lieu saint, en dehors même de l'appel. Je viens donc solliciter des prières pour le pays. À la suite du président de la République, c'est au tour du président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, d'effectuer sa visite chez le khalife général des Layènes. Une opportunité saisie pour exposer les difficultés des nouvelles autorités dans la gestion de l'État, des difficultés qui, selon lui, sont dues à la gestion désastreuse du régime précédent. On a trouvé le pays dans un état désastreux. Beaucoup de voix se sont levées pour nous dire que nous devons pas le dire à la population, mais nous avons estimé nécessaire de le faire, car la vérité éclatera tôt ou tard. Ce que nous demandons, c'est le soutien de la population, rien d'autre. Quelles que soient les circonstances, nous disons toujours la vérité aux Sénégalais. Nous avons hérité d'un pays avec des problèmes très compliqués à gérer. Appel constitue un moment de prière, de recueillement, de spiritualité, d'échange fécond, mais surtout de partage. Et c'est le moment de parler de l'homme. Seydina Limamou Laye est une figure imminente de l'islam. Il est le guide de la confrérie Ahlou Laye, communément appelée Layène. Baye Laye a prôné un retour à un islam religieux. Malgré les violentes oppositions qu'il a affrontées, son enseignement connaît un évident succès à travers le monde. Suivons son portrait qui est ici dressé par Amsatou Gano.
Seydina Limamou Laye Al-Mahdi est né en 1843 à Yoff. Il est le fils de Mame Coumba Ndoye et de Mame Alassane Thiaw, pêcheur et agriculteur lébou de Yoff. Il passa toute son enfance à côté de son vénéré père qui lui a donné une excellente éducation. Dès sa tendre jeunesse, des signes annonciateurs de sa haute personnalité sont apparus. Il commença sa prédiction le 24 mai 1883. À l'âge de 40 ans, il se présente comme l'imam des bien guidés. En 1883, déjà orphelin de père, Limamou Laye perd sa mère et traversa une étape difficile. C'est par la suite qu'il dit être l'envoyé de Dieu en disant « Venez, vous hommes et djinns, je suis l'envoyé de Dieu ». L'arabe blanc qui s'est noirci. Seydina Limamou Laye dit qu'il est la réincarnation du prophète Mohammed. Aussitôt, une partie de l'entourage du prophète lébou redoute une possession et pratique des rites exorcistes à son sujet. Le pouvoir colonial craint que ces prédictions ne provoquent des désordres aux portes de la capitale coloniale. Baye Laye est isolé sur l'île de Gorée où il est assigné 3 mois à résidence. À son retour, il se réinstalle à Yoff où il reprend ses prédications. Il combattit le culte des génies et auto-dieu protecteurs au sein de la société lébou. Son enseignement connaît un succès à travers les miracles et guérisons qui lui sont attribués. La combinaison de ces facteurs, autant des prédications que des guérisons, lui vaut de gagner rapidement de nombreux disciples au sein de la société lébou. Après son appel en 1883, Seydina Limamou Laye a réalisé de nombreux miracles. Il a aussi fait de nombreuses réalisations avant sa disparition en 1909. Âgé de 66 ans, il laisse un livre divisé en 6 parties et connu sous le nom de Sermons. Il est très comme le prophète Mohammed. Il ne l'avait pas écrit lui-même, mais dicté en wolof à ses disciples, notamment Matar Lo, qui sont chargés de le traduire et de l'écrire en arabe. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur a organisé ce jeudi à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar un atelier de mise à niveau sur la situation des universités publiques sénégalaises au profit des jeunes reporters et des coordonnateurs de toutes les universités du Sénégal. Une activité qui marque le début de la célébration des 40 ans d'existence de ce syndicat. Le professeur David Célestin Faye, secrétaire général national du dit syndicat, a profité de cette occasion pour demander à l'État de respecter leur protocole d'accord. Suivant ses propos au micro de Mansour Diassé et de Sérignan. Vient de terminer une séance de travail avec la Convention des jeunes reporters, qui est un partenaire privilégié que nous remercions et nous félicitons. Et nous avons fait une revue de la situation des universités qui est catastrophique. Au vu des différentes présentations des coordonnateurs de tous les campus du Sénégal qui sont présents aujourd'hui. Nous avons fait aussi le tour du protocole d'accord signé avec le gouvernement le 6 janvier 2023 qui malheureusement n'est pas respecté. Dans ce protocole, il y avait différents points concernant les chantiers qui sont là depuis une dizaine d'années qui n'ont pas été livrés malgré les différents engagements du gouvernement, des budgets qui ne sont pas sincères ni équilibrés, mais aussi un déficit criard d'enseignants puisqu'ils ne peuvent pas couvrir en tout cas la capacité d'encadrement demandée par le flot important d'étudiants qui est là, qu'il faut prendre en charge. La question concernant la pension de réversion aux enseignants, aux familles des enseignants décédés. Question pour laquelle il y a eu un décret qui a été examiné et adopté en Conseil des ministres du 28 février 2024 qui semble-t-il est perdu et le gouvernement a pris l'engagement de le réintroduire depuis plus de 10 mois et nous attendons que cela puisse se faire. Cela n'a pas été fait. Malheureusement, le CES a été obligé de déposer une préavis de grève le 13 janvier 2025 et nous irons en grève à coup sûr parce que nous ne sommes pas reçus de l'attitude du gouvernement qui n'appelle pas la négociation, qui n'appelle pas la concertation puisque notre ministre est aux abonnés absents. Donc je pense que sur cette question-là, nous avons fait tout ce qu'il y avait à faire. Nous avons alerté, communiqué, dialogué. Et maintenant, c'est une question de droit qui est non négociable pour laquelle le SAES se lèvera en tout cas dès le 13 février pour justement entamer cette lutte-là. L'Union des prestataires industriels et commerçants du Sénégal a organisé ce jeudi une rencontre d'échange et de partage dans le cadre de ses activités. L'objectif est de penser à la coopération économique entre le Sénégal et la Gambie en vue de la levée des barrières tarifaires et non tarifaires entre les deux pays. Le compte-rendu est signé Abdoulaye Dieye et Boubacar Diagne.
Faciliter la relation commerciale et les échanges entre le Sénégal et la Gambie en levant les barrières tarifaires et non tarifaires, c'est le souhait de l'Union des prestataires, des industriels et des commerçants du Sénégal UPIC, une décision saluée par les deux pays. Cette rencontre, en tout cas, a pour objectif de réfléchir, en tout cas, sur la nécessité, en tout cas, de lever toutes les entraves, les barrières tarifaires et non tarifaires entre les deux pays. Je pense que cette démarche est historique. Pour la première fois dans l'histoire de deux pays, les deux acteurs privés se réunissent. Assurer la libre circulation dans les deux pays, les échanges commerciaux, lever les barrières tarifaires et non tarifaires, entre autres, sont les préoccupations de l'Union des prestataires, des industriels et des commerçants du Sénégal, UPIC. Je pense que le premier, c'est le bac qu'on a en Gambie. Il y a une très grande difficulté là-dessus, mais les autorités gambiennes sont en train de faire tout pour améliorer ce dispositif, mais aussi dans les tarifs, dans les infrastructures, etc. Le secteur privé étant un levier très important dans le monde des affaires et des échanges doit aussi jouer sa partition, selon les acteurs. Le rôle du secteur privé est capital. Je crois que c'est nous les industriels qui transforment, qui commercialisent et qui exportent dans ces pays-là. Donc sans le secteur privé, les échanges commerciaux entre les deux pays ne peuvent pas être concrétisés. Après la visite du Premier ministre Ousmane Sonko en terre gambienne et les décisions prises pour mieux assurer les relations commerciales entre le Sénégal et la Gambie, l'Union des prestataires, des industriels et des commerçants du Sénégal, UPIC, entre en jeu à travers une demi-journée d'échange et de partage sur les mécanismes de coopération économique en vue de la levée des barrières tarifaires et non tarifaires entre les deux pays voisins. Les relations entre les forces de l'ordre et les journalistes sont au cœur des défis de la démocratie sénégalaise. Ces relations sont souvent marquées par des tensions et malentendus qui nuisent à leurs missions respectives. Pour dépasser cette étape, la 20e édition des après-midi de la police a réuni les deux parties pour scruter les défis et explorer des solutions concrètes et équilibrées afin d'améliorer cette relation. Le directeur général de la police ainsi que certains participants se sont exprimés au micro de Djibril Niane. Différents panels qui se sont succédés à la prise de parole. Le diagnostic a été fait. Les reporters ont raconté leurs expériences. Des constats également ont été faits sur la base des expériences des forces de défense et de sécurité sur le terrain. Il nous revient tout simplement de proposer, comme l'a fait tout à l'heure le commissaire, des solutions pour pérenniser ces actions. Pour rappel, nous, au sein de la Convention des jeunes reporters du Sénégal, ce n'est pas une première rencontre entre nous et les FDS. Il y a quelques semaines, à la Maison de la Presse, nous étions avec le commissaire Gueye, nous étions également avec les sapeurs-pompiers, avec le commandant Ndiaye également des hommes en bleu, et pendant 72 heures, on avait discuté de nos relations. Donc d'où la nécessité en tout cas de pouvoir toujours communiquer et se comprendre les uns et les autres. J'insiste sur ça. Parce que c'est cette incompréhension qui crée tout le temps des problèmes. Maintenant, nous, de notre côté, nous avons pris note, nous avons organisé cette réunion, cette rencontre, surtout pour vous écouter, pour vous comprendre, prendre en compte vos préoccupations. Nous aurons l'occasion de vous faire part véritablement de nos préoccupations quand nous viendrons chez vous. Parce que allez beau gis am na retour. yow yaay demal sa propre moyen wala sa baay boo amulee tey nga dee. Man sama baay li mu fay ko yëpp daf ma ko defal ba mënatu man lu ma fay ko yëpp daf ma faju ba mënatuma Bamba Kassé ne du ma bàyyi ñoom tamit lu ñu am dañ ko def ci man jàppale nañ ma gauche à droite jusqu'à présent pour man la dañu war a booloo nekk benn parce que pour man yéen bu ngeen ñu défendre kan moo ñu défendre parce que ñu bu manifestation amee ci seen ginnaaw la ñu taxaw yéen ngeen jàppale ñu tim ñu nekk parce que bu ñu tasaaroo après boo seetee am na koo xam ne yéenay nekkaat ci benn kër bu ngeen bokkul ndey bokk ngeen baay.
Le Haut Conseil du dialogue social a organisé sa 37e assemblée plénière dont le thème était pour une meilleure appropriation du genre, de l'égalité des chances et de traitement au travail par les mandants tripartites du Haut Conseil du dialogue social. Le président du dit conseil, Mamadou Lamine Dianté, est revenu sur l'importance de débattre de cette question qui souvent suscite beaucoup d'incompréhension. Il s'est exprimé au micro de nos correspondants Abour Assoussou et Ousmane Bitey. Le Haut Conseil du dialogue social a décidé de consacrer la 37e session de l'Assemblée plénière à la problématique du genre. Mais également, nous savons que souvent, le concept du genre et ses implications suscitent beaucoup d'incompréhension selon le contexte socioculturel, mais également selon les sensibilités. Et nous avons voulu, en consacrant donc cette session-là à cette problématique, de pouvoir cerner définitivement le sens et la portée. En fait, vous savez, le Sénégal a ratifié les instruments internationaux. Au niveau de l'OIT, on parle donc du genre, mais il nous revient, nous, en fonction de la sensibilité religieuse de notre pays et en fonction de l'environnement socioculturel, de mieux définir le concept de genre pour éviter donc toutes les amalgames qu'on voit ça et là. Je crois que les travaux que nous allons faire durant cette 37e session prendront en compte tous ces aspects-là, et au sortir donc de cette assemblée plénière, nous allons voir aussi les recommandations qu'on va formuler, non seulement pour la maternité des femmes, mais aussi pour la maternité des hommes. Cette année encore, les disciples du professeur Charanta Diop et le groupe panafricaniste préparent la 11e édition de la marche internationale Dakar-Tietou. L'objectif de cette marche est de rendre hommage à l'historien et l'anthropologue sénégalais. Au bout de 5 jours, ces marcheurs vont parcourir une distance de 154 km pour allier Tietou. Les organisateurs étaient en conférence de presse. Keman Diouf, le coordonnateur, s'est exprimé au micro de Aïsatouba. Annuel sur une distance de 154 km du 1er février au 5 février 2025 de Dakar à Tietou, qui inclut des activités jusqu'au 7 février. Le but est de commémorer le décès du grand homme Cheikh Anta Diop et de le rendre hommage en organisant des sensibilisations tout le long du parcours. Cette année, nous sommes à notre 11e édition. Initiée par une seule personne, aujourd'hui, cette marche regroupe plus d'une cinquantaine de personnes venant d'horizons divers de l'Afrique. Toujours dans le parcours, les marcheurs passent dans les écoles pour discuter avec les élèves et leur inciter à aller à la découverte de celui qui a bouleversé le monde de l'égyptologie. Le 1er février, les marcheurs prennent le départ à l'université Cheikh Anta Diop à 8 h pour passer la nuit à Bargny. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de Bargny à Thiès. La troisième étape, c'est de Thiès à Khombole. La quatrième étape, c'est de Khombole à Bambey, université. Et la cinquième étape, de Bambey à Tietou. Différents autres panels et causeries seront organisés durant le long du trajet. Et puis la page internationale en brève, près d'une vingtaine de corps ont été repêchés jeudi matin dans le fleuve Potomac, selon la télévision américaine, après la collision au-dessus de Washington entre un avion en ligne transportant 64 personnes, dont des patineurs américains et russes, et un hélicoptère militaire. Le chef des pompiers de la ville de Washington, John Donnelly, ne semble pas espérer retrouver des survivants
mort et a indiqué à la presse que les 300 membres des secours d'urgence travaillaient dans des conditions extrêmement difficiles de nuit et dans des eaux glaciales et boueuses. Au moins 15 corps ont été retrouvés, a annoncé la chaîne CBS News, tandis que NBC évoquait plus d'une douzaine de corps repêchés après cette catastrophe aérienne désignée comme la pire aux États-Unis depuis plus d'une décennie. C'est ce qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programmes en compagnie de GTV. Bonsoir et à demain.